Bonjour à tous, je m'appelle Tania Lompré. L'éducation, l'immigration, la langue française, ça vous intéresse? Vous êtes au bon endroit parce que moi aussi. Ensemble, on va explorer plusieurs enjeux reliés de près ou de loin à la francisation, à l'immigration, à l'enseignement et à l'apprentissage. On va aussi aborder les politiques publiques et l'actualité reliées à ces thématiques. De mon côté, je suis une fille super animée par l'idéal de faire du Québec un endroit où tous peuvent s'épanouir en français, avec ou sans accent. J'ai la tête qui foisonne d'idées, d'opinions et de solutions. On ne sera peut-être pas toujours d'accord, hein? Mais n'est-ce pas une des facettes de la diversité qui fait que c'est vraiment beau chez nous? Alors bienvenue à tous sur le balado avec ou sans accent. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce premier épisode de la seconde saison d'Avec ou sans accent. Je suis vraiment fébrile de vous parler aujourd'hui après quelques semaines sans avoir enregistré le balado parce qu'évidemment, comme tout le monde, j'ai décroché un peu pendant le temps des fêtes. Ça fait du bien. J'espère que vous avez fait la même chose. Et maintenant qu'on est de retour au travail, je reprends l'enregistrement d'Avec ou sans accent. Puis je dois vous dire que pour moi, pour l'année 2025 qui commence, c'est un de mes objectifs, en fait, de vous offrir une deuxième saison d'Avec ou sans accent qui aura aussi 15 épisodes comme la première saison. Et c'est vraiment un plaisir, en fait, de mettre ça sur ma liste d'objectifs. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je me fais vraiment pas une liste de résolutions, là. Je crois pas vraiment à ça, mais une liste d'objectifs, de choses que je veux faire dans la nouvelle année. Et la deuxième saison d'Avec ou sans accent, c'est quelque chose que je veux faire et que nous commençons ensemble aujourd'hui. Et ce serait vraiment impossible de penser à enregistrer une deuxième saison si vous n'étiez pas au rendez-vous. Donc, je vous remercie d'être là et de nous accorder du temps en 2025 pour nous écouter. Que vous soyez un enseignant, en fait, un enseignant de français langue seconde au préscolaire, au primaire, au secondaire, à l'éducation des adultes, à l'université, au cégep, que vous soyez en CSS, au MIFI, que vous soyez dans une classe régulière, que vous receviez, par exemple, beaucoup d'enfants ou d'apprenants qui n'ont pas le français comme langue première, ou encore si vous gravitez autour du milieu de l'immigration, de l'éducation, que vous intéressez aux affaires publiques du Québec et que vous êtes tombé sur Avec ou sans accent. Si aussi vous êtes apprenant, donc on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui apprennent le français, qui écoutent Avec ou sans accent pour apprendre des choses sur l'apprentissage des langues ou encore pour apprendre des choses sur le Québec. Donc, si vous êtes un nouvel arrivant au Québec ou si vous comptez vous installer au Québec, bienvenue aussi Avec ou sans accent. Donc, j'espère que vous trouvez votre compte en nous écoutant. En tout cas, nous, ça nous fait vraiment plaisir de partager avec vous pour cette nouvelle année, pour la deuxième saison. D'entrée de jeu, je dois vous dire que j'ai terminé l'année en écoutant, pas en écoutant, mais en prenant en compte un genre de bilan que Spotify fait chaque année pour les gens qui créent du contenu, donc comme c'est notre cas avec ou sans accent. Et j'étais vraiment surprise d'abord de constater qu'on a franchi le cap des 7000 écoutes. Donc, merci à vous d'avoir écouté. Et j'espère qu'on augmentera évidemment ces écoutes-là, mais je suis surtout surprise de savoir que nous sommes écoutés dans 49 pays. Je vous avoue que ça a été comme ma surprise de 2024. Je savais qu'il y avait des téléchargements dans plusieurs pays dans le monde, mais je n'avais pas réalisé à quel point on était écoutés comme ça. Puis je suis vraiment ravie, en fait, de constater qu'un balado qui était fait, pensé, réfléchi pour des gens qui enseignaient au Québec ou qui voulaient immigrer au Québec ou qui étaient déjà au Québec ou qui étaient intéressés par ce qui se passe au Québec, en fait, en matière de langue. Je suis contente là, parce que c'est le public que je voulais, mais je suis vraiment surprise et heureuse de constater que le public est partout. Donc, 49 pays, là, je le rappelle, je suis vraiment surprise et heureuse de cela. Je voulais aussi vous dire que je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui nous avaient laissé des commentaires sur Spotify. Je suis vraiment contente de les avoir. Si vous êtes en train de nous écouter, merci de prendre 30 secondes, 40 secondes pour écrire un petit commentaire sur soit Balado de Apple, soit sur Spotify, soit sur Podbean, soit sur Amazon, peu importe la plateforme avec laquelle vous nous écoutez. Ça fait vraiment du bien d'avoir quelques petits mots, quelques commentaires. Donc, je sais que c'est pas long, puis pour vous, ça peut paraître un peu anodin de le faire, mais vraiment, si vous saviez à quel point c'est intéressant et gratifiant pour moi de recevoir ces messages-là, merci de les faire. Donc, si vous écoutez, prenez 2 minutes, ça va vraiment me faire plaisir d'avoir votre commentaire.
Même chose si vous avez des suggestions de sujets qu'on pourrait aborder pour les prochains épisodes, je suis toute oui. Donc, c'est le temps. Je fais mon calendrier de contenu en ce début d'année. Donc, n'hésitez pas. Et je reçois aussi davantage d'invités pour cette saison-ci. Donc, dans la première, j'avais reçu 2 invités. Mon plan, c'est d'en avoir au moins 5 pour la prochaine, pour la saison qui commence. Donc, je suis heureuse de vous annoncer qu'il y aura des invités supplémentaires, autant des gens que vous connaissez que des gens que vous allez découvrir. Donc, vraiment, j'espère que ce sera à la hauteur. Et indiquez-moi aussi s'il y a des gens que vous aimeriez voir invités au balado. Donc, on regardera ce qui est possible de faire aussi. Maintenant que tout ça c'est dit, contente de vous retrouver aujourd'hui. Et vous allez voir qu'on va continuer là, cette saison-ci. En fait, on ne sort pas de nos thématiques, donc on va continuer à explorer en fait l'immigration, l'éducation, l'enseignement-apprentissage des langues secondes, ce qui se passe au Québec là, dans l'actualité. C'est sûr que pour la saison 1, il y a eu beaucoup d'actualités reliées à la francisation. Ce sera peut-être encore le cas, peut-être que non, mais si c'est le cas, bien, on enregistrera évidemment des épisodes qui seront d'actualité avec ce qui se passe. Parlant d'actualité, c'est sûr que là, il y a eu des élections qui s'annoncent dans les prochaines semaines. Donc, ça aussi, on pourra aller voir ce qui se passe au niveau des partis politiques ou des promesses politiques là, reliées au sujet qui nous intéresse. Pour le premier épisode de la saison, je vais vous parler, puis là, le mot est vraiment bien choisi dans ce cas-ci, je vais vous parler d'un sujet fondamental qui est l'importance de l'oral lorsqu'on apprend ou qu'on enseigne une langue seconde. Puis, quoi de mieux là, pour inaugurer cette nouvelle saison que d'avoir un épisode un petit peu plus didactique. Vous allez voir, je vais apporter des points historiques ou des points peut-être plus reliés à l'apprentissage, mais si vous êtes en train d'apprendre le français, il y a aussi des conseils concrets qui viennent dans cet épisode. Donc, vous allez voir que l'épisode s'adresse autant aux enseignants là, qu'aux apprenants d'une langue seconde. Évidemment, je vais vous parler de l'apprentissage de l'oral en contexte migratoire, donc particulièrement au Québec, mais les idées dont on va parler peuvent très bien s'appliquer en fait ailleurs. Donc, si vous enseignez en France, c'est parfait aussi. Si vous enseignez en Suisse, en Belgique, dans un pays de l'Afrique subsaharienne ou du Maghreb ou ailleurs complètement dans le monde, là, si vous enseignez aux apprenants du français langue seconde, peut-être même dans une autre province canadienne, ou encore dans un pays où vous enseignez vraiment le français comme langue étrangère, on va faire un peu la distinction tantôt aussi. Que vous soyez au Québec ou ailleurs, les idées en fait vont pouvoir être appliquées aussi. L'objectif de l'épisode aujourd'hui, c'est de comprendre en fait pourquoi et comment développer la compétence essentielle de l'oral pour favoriser l'intégration sociale, professionnelle et culturelle des nouveaux arrivants ou des gens qui apprennent le français. On va vraiment aborder 3 aspects principaux. Donc, on va définir c'est quoi l'oral et pourquoi c'est important dans l'apprentissage d'une langue seconde, surtout dans un contexte de migration. On va voir aussi la perspective historique là, sur les évolutions des méthodes d'enseignement. Donc, ce n'est pas un cours d'histoire, mais on va en parler un petit peu brièvement. Et on va aussi voir des exemples, des conseils, des stratégies concrètes, en fait, pour travailler l'oral et encourager vos apprenants ou vous encourager vous-même à bonifier votre apprentissage du français. Donc, d'abord, c'est quoi l'oral? Quand on parle de français oral, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi c'est important? Donc, vraiment, avant de plonger dans les théories qui expliquent ce que c'est l'évolution des apprentissages, des approches reliées à l'oral, c'est vraiment important de comprendre c'est quoi le contexte historique et les paradigmes pédagogiques qui ont vraiment façonné, en fait, les méthodes d'apprentissage du français langue seconde actuelles. Puis, on parle du français langue seconde, mais ça pourrait être de l'anglais langue seconde, de l'espagnol langue seconde ou du russe langue seconde. Hein. Donc, la perspective vraiment va aider à mieux saisir pourquoi certaines stratégies sont aujourd'hui privilégiées lorsqu'on apprend une langue, alors que d'autres stratégies ou d'autres approches étaient privilégiées il y a plusieurs années. Quand on parle d'oral, là, c'est quoi exactement l'oral? Hein? L'oral, c'est l'habileté de la production orale en langue seconde qui se réfère à la capacité d'une personne apprenante à s'exprimer verbalement, donc oralement, dans une langue qui n'est pas sa langue première. Ça implique vraiment plusieurs sous-compétences essentielles. Donc, on va parler, quand on parle d'oral, de tout ce qui est phonétique. Donc, qu'est-ce que c'est la phonétique? Hein? C'est vraiment tout ce qu'on va mettre en place pour produire ou discriminer. Donc, discriminer, c'est plus reconnaître. Hein? Donc, des sons correctement. Et c'est vraiment essentiel pour être compris. Hein? Donc, quand vous ne prononcez pas bien, il y a des situations où la prononciation ne va pas nuire à la compréhension du sens, mais d'autres fois, oui. Et c'est lorsque ces problématiques phonétiques-là apparaissent qu'il faut soit les corriger lorsqu'on est enseignant ou lorsqu'on est apprenant pour
qu'il n'y ait pas de perte de sens, hein, donc que le sens ne soit pas compromis. Donc, tout ce qui est phonétique. Et par exemple, là, un exemple facile, là, donc si vous parlez espagnol, par exemple, si vous enseignez à des hispanophones, bien souvent le U et le OU vont être difficilement discriminants parce qu'on ne les entend pas. Donc, quand le son n'est pas présent dans une langue, bien, on ne peut pas le discriminer, l'entendre, et souvent, on ne peut pas le reproduire non plus, hein. Donc, on va suggérer aux gens qui apprennent le français ou qui enseignent de travailler sur des exercices de discrimination sonore qui pourront justement aider les apprenants ou les enseignants. Lorsqu'on parle d'oral, on parle aussi de fluidité, hein, donc de parler avec aisance, sans hésitation, sans pause trop longue. Donc, évidemment, on peut faire des pauses. Il peut y avoir des pauses naturelles lorsqu'on parle, mais lorsqu'on parle à quelqu'un puis on arrête longtemps comme ça, bien là, ça peut nuire aussi au message. Hein, donc, d'avoir une certaine aisance, sans hésitation excessive ou soit sans pause très, très longue. On va parler aussi de grammaire en oral, hein, donc de pouvoir utiliser des structures grammaticales de matière appropriée pour que les phrases qu'on va produire, en fait, soient compréhensibles. Donc, si on parle, mais que les gens ne comprennent pas, c'est plus complexe. Donc, la grammaire va être essentielle aussi dans l'oral. Hein. Donc, souvent, on va voir ça comme deux vases clos, là, donc la grammaire et l'oral, mais c'est des vases qui sont beaucoup plus communicants. Donc, il faut vraiment travailler avec la grammaire pour arriver à construire des phrases qui font du sens. On va se parler aussi de vocabulaire. Donc, hein, pour parler, il faut avoir en fait un répertoire suffisant pour exprimer ses idées de façon précise. Puis, évidemment, on peut aussi utiliser des stratégies lorsqu'on ne sait pas ou lorsqu'on ne connaît pas un mot. On va parler souvent de périphrase. Hein. Donc, si par exemple, je m'en vais au zoo avec ma classe, puis l'enfant veut me montrer une girafe, mais il ne sait pas ce que c'est le mot girafe, il va pouvoir dire, bien, madame, regarde l'animal avec un long cou jaune. Ah, tiens, parfait, on a une girafe. Hein, donc, mais avoir du vocabulaire, c'est ça aussi, c'est d'avoir un répertoire suffisant pour pouvoir s'exprimer. Puis, évidemment, je ne vous dis pas que girafe est un mot à apprendre tout de suite là, lorsqu'on apprend le français, mais c'est vraiment un exemple parmi d'autres que j'aurais pu avoir. Et on va se parler aussi de structuration du discours, hein, donc de pouvoir organiser ses idées de façon cohérente et logique pour s'exprimer. Mais il faut se dire aussi que l'oral, ça va vraiment au-delà des compétences techniques que je viens de vous nommer. C'est aussi une compétence très culturelle ou interculturelle. Donc, si on parle, par exemple, du français québécois, par exemple, dans la prononciation, on va pouvoir avoir des choses qui sont différentes. Donc, souvent, on va mettre l'accent tonique en français québécois sur des syllabes en début de mot ou en fin de mot, mais pas toujours. J'essaie de trouver un exemple. On va dire, par exemple, une fête et non pas une fête. Je ne sais pas si vous voyez la différence, mais dans le fond, la syllabe, habituellement, l'accent tonique va être à la fin d'un mot, alors qu'en français québécois, souvent, on va mettre un accent tonique en début de mot, donc dans les premières syllabes où on va mettre de l'accentuation. Donc, ça peut influencer l'intonation, puis rendre le rythme de la langue distinct. Donc, il y a des choses aussi qui peuvent être différentes. Donc, par exemple, l'oral, encore en prononciation, mais en utilisant beaucoup de contractions. Au Québec, on va dire, par exemple, « tu sais », ça veut dire « tu es », ou « chu » ou « suis », qui veut dire « je suis ». Hein. Donc, vraiment, des contractions qu'on va utiliser et l'oral devient en fait culturel ici. Puis, souvent, je ne sais pas combien de fois des apprenants que j'ai eu dans mes cours me disent « Madame, c'est quoi « je suis » ? C'est quoi « tu sais » ? Tu sais pour « tu sais », par exemple. Donc, des choses que les gens ne comprennent pas parce qu'il y a vraiment des traits culturels dans l'oral utilisé. Donc, il faut faire attention lorsqu'on enseigne ou lorsqu'on apprend pour comprendre, en fait, toute la connotation culturelle de l'oral et toutes les spécificités reliées à la prononciation, par exemple, dans certaines parties du monde. Donc, en Europe ou au Québec ou en Afrique subsaharienne, on n'aura pas la même prononciation, même si on parle la même langue. Donc, tout ce qui est aussi très culturel dans l'oral, il va y avoir aussi les expressions. Hein. Donc, par exemple, si je dis « je suis en beau joie le vert », bien, ça veut dire que je suis fâchée ou je suis en colère, mais on ne sait pas nécessairement ce que ça veut dire si on entend « je suis en beau joie le vert ». Donc, qu'est-ce que c'est? Quelque chose, on comprend qu'il y a quelque chose de vert là-dedans, mais ce n'est pas nécessairement ça. Donc, de voir tout ce qui est expression et tout ce qui est rythme ou contraction aussi. Là. Donc, par exemple, si je dis « je sais pas », c'est-à-dire « je ne sais pas » ou « tu sais », qui serait « tu sais » comme on s'est dit tantôt. Donc, ça fait en sorte que le français oral peut être vraiment plus difficile pour les non-initiés, que ce soit au Québec ou ailleurs.
Mais vraiment, ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a une dimension très culturelle dans l'oralité. Et pourquoi, en fait, c'est vraiment important d'apprendre une langue et de connaître l'oral? Donc, pourquoi l'oral, c'est vraiment important, surtout en contexte migratoire? C'est qu'en fait, l'objectif ultime de quelqu'un qui s'installe dans un nouveau pays au niveau de l'apprentissage de la langue, c'est pas nécessairement de maîtriser l'accord du participe passé, c'est vraiment de communiquer efficacement. Donc, de comprendre ce que les gens disent et de se faire comprendre lorsqu'on parle. Donc, c'est vraiment ce qui est à la base. C'est souvent ça, puis c'est le désir des gens qui sont dans nos cours ou qui sont en train d'apprendre le français. Par contre, il ne faut pas négliger l'importance des autres compétences. Des compétences, ça travaille ensemble. Donc, j'ai besoin de la grammaire pour faire des phrases qui sont syntaxiques. Donc, j'ai besoin pour ça de voir comment fonctionne la structure de la phrase. J'ai besoin d'écrire ou de lire. J'ai besoin de tout, en fait. On ne peut pas travailler les compétences de façon décontextualisée. Mais c'est important quand même parce que c'est souvent le premier besoin qui est nommé par les gens qui sont dans nos classes. Donc, ils veulent comprendre et parler. Puis c'est essentiel là, pour les gens ou pour vous, si vous écoutez, pour, en fait, participer à une communauté, à un lieu de travail ou encore à son environnement éducatif à l'école. Donc, en contexte migratoire, c'est encore plus crucial que lorsqu'on apprend une langue, par exemple, pour le plaisir, si j'apprends le japonais. Dans mes temps libres, je ne suis pas en train de communiquer avec personne. Je le fais par passion, par intérêt. Puis peut-être, si un jour je vais au Japon, là, je pourrais mettre en place ce que j'ai appris. Mais en contexte migratoire, on est vraiment dans le présent. Donc, les gens veulent se faire comprendre et comprendre tout de suite en sortant de la rue. Il faut que ce soit très pratique. Donc, pour l'oral, justement, il faut qu'on comprenne les nuances culturelles. Donc, l'oral va permettre de capter les subtilités d'une culture qui vont être vraiment essentielles pour éviter des malentendus ou pour encore s'adapter à un nouvel environnement. Donc, ça, c'est super important. On va aussi favoriser l'intégration sociale. Donc, parler la langue de la place, ça va faciliter les interactions avec les voisins, avec l'enseignant de mon enfant, avec le travailleur social que je dois rencontrer à l'école, avec mon nouveau patron, mes nouveaux collègues, la caissière chez Maxi. Donc, j'ai vraiment besoin de favoriser l'intégration sociale. Donc, l'oral va être primordial pour ça. Et bien, évidemment, tout ce qui est besoin professionnel. Donc, si on va faire une entrevue de travail, travailler tout court, donc on va vraiment avoir un oral qui va être indispensable pour collaborer avec des collègues, participer à des réunions ou encore comprendre les consignes de travail. Donc, vraiment important, l'oral est au sein de tout ça, en fait. Maintenant qu'on sait un peu plus ce que c'est l'oral, j'aimerais vous parler un petit peu de l'évolution des méthodes d'enseignement des langues. Puis, on ne se fera pas un cours universitaire ici, là, mais dans le passé, là, donc avant les années 70, on utilisait beaucoup des approches dominantes qui étaient plus reliées à ce qu'on appelle des approches de grammaire-traduction. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, des approches de grammaire-traduction? C'est qu'on mettait vraiment l'accent, en fait, sur l'apprentissage des règles grammaticales, sur la traduction des textes, on pouvait regarder, par exemple, un texte littéraire puis se mettre à le traduire mot à mot, comprendre. On utilisait cette approche-là, par exemple, pour voir les structures linguistiques, voir comment les phrases étaient élaborées, comment on conjuguait des verbes, par exemple. Mais ces approches-là laissaient vraiment peu de place à l'expression orale et il n'y a pas beaucoup d'écoute. Par contre, dans les années 70, on voit vraiment comme un changement de paradigme. On va vraiment avoir des approches qui émergent, là, qui sont des approches plus communicatives. Donc, vraiment un changement radical qui va s'opérer. Puis, on va commencer à comprendre que, vraiment, utiliser la langue en contexte réel, c'est vraiment plus important parce qu'on répond plus aux besoins de parler. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'on a appris que la communication, c'est insuffisant, mais que la grammaire-traduction, c'est aussi insuffisant, qu'il faut combiner, en fait, un petit peu de tout. Donc, il faut avoir de la grammaire, il faut avoir du vocabulaire, il faut avoir de la syntaxe, il faut avoir de l'écriture, de la lecture, mais il ne faut pas oublier l'écoute et la production orale. Donc, on a vraiment des approches plus hybrides maintenant, donc où il va y avoir un petit peu de tout. Et puis, on va même avoir là, dans l'oral, vous allez voir, je vais vous renvoyer en fait à un épisode de la saison précédente où j'ai reçu Alexa Love Tremblay qui parlait d'un simulateur en fait de parole qu'elle a mis sur pied avec Francoflex, par exemple, si vous enseignez aux adultes, qui sont des robots conversationnels, donc des simulateurs de conversation à l'aide de l'intelligence artificielle. Donc, il y a vraiment, je pense, plein de choses qui se passent aussi avec l'oral pour les prochaines années en classe de langue seconde.
Donc, maintenant qu'on sait tout ça et qu'on se rend compte, en fait, qu'on constate que la pratique, oui, mais vraiment aussi des interactions, une chance d'avoir des interactions, en fait. C'est souvent ça qui manque aux gens, hein? Donc, qu'on soit, même en classe, c'est souvent on va dire, ben j'ai appris beaucoup de choses, mais j'ai pas beaucoup parlé. Donc, il faut toujours, en fait, instaurer une routine pour discuter, échanger, avoir des interactions lorsqu'on est en classe, mais aussi se mettre dans une posture, en fait, où on peut avoir des interactions complexes lorsqu'on n'est pas en classe. Donc, ce qu'on va appeler aussi un peu l'automatisation des apprentissages. Donc, si en classe, j'apprends, par exemple, comment aller échanger un chandail chez Clément, bon, j'ai acheté un chandail pour mon enfant, mais il ne fait pas, mais il faut que je sois capable d'aller me mettre en situation d'interaction complexe, puis de pouvoir aller chez Clément et me dire, OK, là, j'ai appris comment faire ça, je vais me mettre en situation avec la caissière ou avec l'employé. Donc, c'est comment je peux être sûre, en fait, d'avoir des interactions complexes à l'extérieur de la classe et comment, en classe, en fait, je peux reproduire ces interactions complexes-là qui vont être utilisées par l'apprenant dans son environnement, en fait, avec des stratégies pédagogiques. Donc, maintenant qu'on sait ça, comment on passe à la pratique ou comment on passe aux interactions complexes? Donc, on a vu là, que l'oral, c'est fondamental. On a vu aussi qu'il y a une évolution de l'oral dans les cours, mais comment on fait ça concrètement dans une salle de classe, dans la vie quotidienne? Bien, on va aller vraiment regarder quelques stratégies concrètes là, pour encourager, améliorer l'oral chez nos apprenants ou en fait chez vous-même. J'ai un livre à vous suggérer d'ailleurs à ce sujet-là qui est le livre, en fait, Enseigner le français, langue étrangère et seconde, qui a été écrit par Defay et publié chez les éditions Mardaga en 2018. Donc, des fois, ça peut commencer un peu à dater, mais c'est un livre qui est vraiment pertinent. D'ailleurs, en fait, que je vous suggère si vous êtes enseignant ou intéressé par l'apprentissage des langues. Et son livre, en fait, s'appelle Enseigner le français, langue étrangère et seconde. Et d'abord, ben, j'aurais envie de vous demander, en fait, si vous savez c'est quoi la différence entre le français langue étrangère et le français langue seconde. Donc, quelles sont ces différences-là? Puis souvent, on va dire j'apprends une langue seconde, j'apprends une langue étrangère. En Europe, on va utiliser une certaine nomenclature. Au Québec, on ne va pas nécessairement utiliser la même. Mais la différence entre une langue étrangère et une langue seconde, c'est vraiment dans le contexte d'apprentissage, dans l'usage quotidien. Une langue étrangère va être apprise dans un environnement où la langue n'est pas dominante. Tantôt, je vous parlais d'apprentissage du japonais. Si je suis au Québec et j'apprends le japonais, bien, je suis vraiment en train d'apprendre une langue étrangère parce que le japonais n'a pas de statut au Québec, ni au Canada non plus. Donc, si j'apprends l'anglais, par contre, je vais dire langue seconde parce que l'anglais a un statut ici. Donc, vraiment, on va être dans des contextes différents. Si j'apprends l'espagnol, je ne vais pas dire que je fais un cours de langue seconde parce que l'espagnol n'a pas de statut au Québec, au Canada. Donc, je vais dire que je fais un cours d'espagnol langue étrangère, par exemple. Donc, ça va vraiment être selon la nomenclature là, utilisée. Donc, une langue étrangère va être vraiment apprise dans un environnement où la langue n'est pas dominante, n'a aucun statut, n'est pas utilisée à l'école et va être vraiment utilisée davantage pour des besoins spécifiques comme le travail, les voyages ou par intérêt personnel. Par exemple, si je suis en France et que j'apprends l'anglais à l'école, je n'ai pas nécessairement d'occasion de l'utiliser au quotidien. Alors que si j'apprends l'anglais langue seconde en Angleterre, là, oui, je sors de ma classe et j'ai des contextes d'utilisation partout. Donc, ça va être vraiment ce qui va être différent. Donc, une langue seconde, c'est vraiment lorsqu'elle est apprise dans un milieu où elle est essentielle à l'intégration sociale, scolaire ou professionnelle. Ça va être le cas, par exemple, d'un nouvel arrivant qui s'installe au Québec, qui va apprendre le français pour vivre, travailler ou interagir en société. Il va y avoir vraiment cette distinction-là va vraiment influencer directement les approches pédagogiques. Donc, on ne va pas enseigner une langue de la même manière selon, en fait, quel est un outil de communication ponctuel ou encore une nécessité pour fonctionner au quotidien. Donc, c'est pour ça qu'on va enseigner ou apprendre le français différemment si on l'apprend au Québec ou si on l'apprend au Pérou. On utilise aussi au Québec une appellation qui est français langue d'intégration, un peu FLI, donc FLI, qui est utilisée aussi en contexte migratoire. Donc, je reviens à Defay et à son livre. Donc, évidemment, il nous explique là, dans celui-ci la différence entre le français langue étrangère et langue seconde, mais ça pourrait... Ce que je donnais comme définition peut s'appliquer à n'importe quelle autre langue. Donc, selon l'auteur du livre que je vous réfère, le premier rôle de l'enseignant, en fait, c'est de créer un environnement où les apprenants
vont se sentir en confiance pour parler. Donc, on est encore dans l'oral, hein. Donc, on va proposer dans le livre plusieurs stratégies. Donc, d'abord, on va suggérer de créer un climat bienveillant, hein. Donc, de favoriser les discussions en petits groupes sur des sujets super simples, comme c'est quoi votre film préféré, c'est quoi votre plat préféré. Donc, tu sais, de valoriser en fait les efforts aussi des apprenants sans corriger systématiquement les erreurs, hein. C'est important de corriger les erreurs lorsqu'elles nuisent à la compréhension du sens et pas lorsqu'elles ne nuisent pas, du moins pas en début d'apprentissage. On va aussi suggérer d'utiliser des activités ludiques, donc par exemple des jeux de rôle, des simulations. Donc, tantôt, je parlais d'échanger un chandail chez Clément, donc c'est la même chose. Donc, d'avoir vraiment des situations de simulation qui peuvent se retrouver dans la vie de tous les jours, où en fait, on va pouvoir travailler en équipe de 2 ou en équipe de 3 pour faire vraiment des jeux de rôle, là, donc des reproductions, en fait, des situations qui pourraient se retrouver à l'extérieur de la classe. On va aussi, en fait, encourager le mouvement dans la classe, hein. Donc, de ne pas toujours mettre les gens dans la même équipe de 2 ou pas toujours les mêmes petites équipes, vraiment d'inciter les apprenants à se déplacer dans la classe pour permettre, en fait, de parler à différentes personnes, ce qui va dynamiser aussi les interactions. On va mettre aussi l'accent sur la prononciation, hein. Donc, par exemple, de répéter immédiatement quelque chose après un extrait audio, de faire des activités de discrimination phonétique, de faire des activités de paire minimale, hein, donc d'aller vraiment travailler sur la phonétique et sur la prononciation. Surtout si vous êtes en début d'apprentissage, donc c'est super important d'en faire beaucoup, beaucoup dans les niveaux débutants de la phonétique, mais il ne faut pas oublier qu'il faut en faire encore après aussi, parce que ça prend beaucoup de temps souvent à pouvoir prononcer certains sons. Il faut en parler à des gens qui habitent au Québec depuis 5 ans, 6 ans, qui ne font pas encore la distinction entre le B et le V, par exemple. Donc, c'est normal, il faut travailler longtemps. Alors, on suggère aussi de développer des stratégies d'écoute active, hein, donc de montrer qu'ils écoutent, par exemple en reformulant ou en posant des questions eux-mêmes. Donc, souvent, on va faire des activités d'écoute classiques où les gens vont devoir répondre à des questions, mais je vous invite à faire le contraire, en fait, de faire écouter une capsule, par exemple, à vos apprenants, puis de dire, bien maintenant, rédige des questions auxquelles quelqu'un qui n'a pas vu la vidéo peut répondre. Puis c'est le fun, vous pourriez faire ça avec 2 vidéos dans la classe, par exemple. Le groupe A de la classe qui écoute une vidéo, qui travaille pour structurer les questions, et un autre groupe, le groupe B, par exemple, qui fait la même chose avec une autre vidéo. Puis après, vous pouvez pairer les gens en équipe de 2, puis vous dire, bien, écoutez, on n'a pas vu la même vidéo, mais on a fait des questions nous-mêmes. Fait que puis quand on formule des questions, bien évidemment, ça fait en sorte qu'on comprenne, qu'on a bien compris la vidéo, qu'on peut l'écouter plusieurs fois. Donc, ça pourrait être quelque chose d'intéressant aussi à faire. On va développer la fluidité, hein, donc de faire, vous pourriez par exemple faire des discussions chronométrées. Donc, mettre un chronomètre 1 minute, puis chaque personne doit parler pendant 1 minute sans interruption sur un sujet donné. Je ne sais pas, moi, par exemple, quelle est la plus belle, la chose que tu préfères de la ville de Québec? Et là, pendant 1 minute, tu dois parler de ce que tu préfères de la ville de Québec, par exemple. Donc, ce serait quelque chose pour travailler la fluidité, par exemple. Et on pourrait aussi apprendre à utiliser des stratégies compensatoires. Donc, tantôt, je vous ai parlé des périphrases, donc pour décrire une girafe, par exemple. Mais ça pourrait vraiment être autre chose pour contourner un mot inconnu. Donc, des stratégies qu'on peut donner aux apprenants pour, en fait, contourner un mot inconnu sans toujours passer par une application comme Google Translate pour se dire, bien, qu'est-ce que je peux avoir comme stratégie si je n'ai pas accès non seulement à une application, mais que je veux quand même pouvoir parler sans perdre mes idées. Donc, utiliser ces stratégies-là pour les apprenants. On va pouvoir aussi encourager, en fait, l'usage de tout ce qui est paraverbal, hein, donc ce qui n'est pas du français oral, mais tu sais, ce qui va être, par exemple, des gestes, des mimiques, de recours aux images pour se faire comprendre. Donc, pour l'oral, ce serait des choses que le livre suggère. Et évidemment, je vous ai ajouté des exemples, là, mais je vous suggère la lecture de ce livre-là. Si vous êtes enseignant, c'est vraiment un bon outil. Donc, si on résume tout ça, bien, l'oral, c'est une compétence indispensable dans l'apprentissage d'une langue seconde, hein. Puis en tant qu'enseignant, notre rôle, c'est de créer justement un environnement propice, d'encourager la prise de parole, de guider nos apprenants vers une communication efficace. Donc, c'est vraiment ça qu'on devrait avoir comme objectif principal. Donc voilà, ça a été notre premier épisode aujourd'hui. Donc vraiment quelque chose de plus
didactique sur l'utilisation de l'oral en langue seconde. J'espère que vous avez appris certaines choses, que vous retenez certaines autres et que si vous êtes enseignant, vous allez pouvoir tester certaines de ces idées et même chose si vous êtes apprenant. Donc, merci vraiment beaucoup d'avoir écouté. Et si l'épisode a été utile pour vous, n'hésitez pas vraiment à le partager à vos collègues, à faire connaître la série de balados avec ou sans accent à vos collègues, à vos amis. Puis, comme je disais tantôt, si vous pouvez prendre quelques secondes pour laisser un petit commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Puis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne année encore et on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. À bientôt! Merci infiniment d'avoir écouté Avec ou sans accent aujourd'hui. J'espère que nos échanges ont été aussi stimulants pour vous que pour moi et que vous serez à l'écoute pour les prochains épisodes. Avant de vous laisser partir, permettez-moi de vous poser une question. Qu'est-ce qui vous a le plus interpellé dans cet épisode? Quelles réflexions vous ont traversé l'esprit? N'hésitez pas à m'écrire afin de partager le tout avec moi. N'oubliez pas non plus de vous abonner au balado pour ne manquer aucun épisode. Faites découvrir Avec ou sans accent à tous ceux qui partagent nos passions pour ces sujets. Vous avez envie de travailler avec moi? N'hésitez pas à me contacter pour connaître mon offre de service ou visiter mon site web. Au plaisir de vous retrouver pour notre prochain épisode. À très bientôt!